messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé s'est entretenu aujourd'hui avec le secrétaire général de la CAF. Il est en visite en Côte d'Ivoire et prendra part à la Ligue des champions féminines qui démarre demain à Korogo. Il félicite le pays pour la qualité des infrastructures de la CAN 2023. La présidente du Sénat, Kandia Camara, était à la tête de la délégation ivoirienne au sommet des 3 bassins forestiers tropicaux et tenu dernièrement à Brazzaville. Ce sommet a réuni plus de 3000 participants. Les questions de la protection de la forêt ont été évoquées. C'est la rentrée des programmes au groupe RTI. La nouvelle grille démarre ce lundi 6 novembre. Le menu est dense avec des productions relookées, réaménagées. La CAN figure en bonne place. La RTI qui a acquis les droits exclusifs de diffusion des 52 matchs promet le meilleur aux téléspectateurs. En Guinée, Moussa Dadis Camara est de retour en prison. L'ancien chef de la junte détenu depuis plus d'1 an avait été sorti de sa cellule aujourd'hui par un commando lourdement armé. Selon son avocat, l'ex-président guinéen ne s'est pas évadé, mais a plutôt été kidnappé avec 3 autres accusés. Soyez les bienvenus sur RTI1. Pour ses lecteurs, elle brise le silence. L'écrivaine ivoirienne Nelly Loboué Mendonça est notre invitée de la page culture. Marquée mais indomptée par le burn-out, elle révèle dans son ouvrage Sur la voie de l'épanouissement professionnel, le burn-out en Afrique, comment en venir à bout. Elle dévoile donc son combat intime. Son livre n'est pas juste une chronique de sa souffrance, c'est un phare pour ceux qui naviguent encore dans la tempête du burn-out. Alors face à l'épuisement professionnel, elle dresse une issue, la guérison, la victoire. Notre invitée nous livre donc son récit de survie. Bonsoir, Madame Mendonça. Bonsoir, Madame Goran. Alors, vous avez décidé aujourd'hui de partager une tranche de votre vie, une tranche sombre, dans un livre, aujourd'hui à la télé. Vous avez été victime du burn-out. Pourquoi avez-vous décidé de dévoiler ce récit publiquement? Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ce témoignage parce que nombreuses sont les personnes qui vivent cette situation de burn-out au milieu professionnel. Aujourd'hui, pour moi, c'est un cri de cœur de pouvoir mettre en lumière ce que j'ai vécu pour que ça puisse servir en fait d'exemple à toutes ces personnes qui vivent cette situation-là et qu'elles puissent toucher du doigt, mettre un nom sur ce qu'elles vivent parce que malheureusement, il y a des cas de non-retour. Et vous allez nous en dire davantage tout à l'heure. On va se retrouver dans une trentaine de minutes, un témoignage sans réserve. Vous allez tout nous dire et surtout nous donner des conseils, comment éviter le burn-out, comment prévenir ce mal. On se retrouve tout à l'heure. Vous restez pour le moment avec nous. On prépare ensemble la CAN 2023 et on se mobilise. Justement, les préparatifs s'accélèrent. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé vient de s'entretenir avec le secrétaire général de la Confédération africaine de football, le SGR de la CAF, en visite dans notre pays. Il va prendre part demain au coup d'envoi de la Ligue des champions féminines à Korogo. Il a par ailleurs salué la qualité des infrastructures d'accueil de la CAN qui se jouera dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Kadesse Godogo. Présent à Abidjan dans le cadre de la Champions League féminine qui démarre ce dimanche, Véronne Monsengo-Omba, secrétaire générale de la Confédération africaine de football, était ce samedi à la résidence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. J'ai découvert quelqu'un de très passionné, très engagé, déterminé pour faire de cette CAN une CAN meilleure jamais organisée à ce jour. Ça m'a fait plaisir parce que vous savez, quand il y a des changements, il y a toujours des doutes. Mais je vois que c'est un sportif né. Il a démontré son engagement pour aller jusqu'au bout de faire cette CAN une réussite totale. Avant de se rendre dans les villes hautes de Korogo et San Pedro, il a tenu à féliciter la Côte d'Ivoire pour la qualité des infrastructures de la CAN. Pour répondre aux mauvaises langues. Donc plan A, B, C, D jusqu'à Z, c'est la Côte d'Ivoire. Donc nous, on est prêts de rester en Côte d'Ivoire. À ce jour, plus de 4000 accréditations presse ont été effectuées sur le continent. Robert Begré-Mambé tient à rassurer de l'engagement de la Côte d'Ivoire à offrir une compétition unique. Et reportage réalisé pour vous par Alexis Ouedraogo.
La Côte d'Ivoire était représentée au sommet des 3 bassins forestiers tropicaux et tenu dernièrement à Brazzaville. Et la présidente du Sénat, Kandia Camara, avait à ses côtés le ministre Assaoré Konanjak. Ce dernier a pris part à des panels. Le sommet recommande, entre autres, une plus grande collaboration internationale pour protéger la forêt essentielle à la régulation du climat, nous explique notre envoyé spécial à Brazzaville, Herman Guévi. Sommet des 3 bassins forestiers tropicaux de Brazzaville, ouverture du segment consacré au ministre ivoirien de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Assaoré Konanjak, prend part aux travaux. Les rapports, les panels et 6 events tenus par les experts la veille ont été présentés et adoptés à l'occasion. Le ministre ivoirien de l'Environnement, Assaoré Konanjak, a également pris part au panel portant sur la gouvernance régionale et mondiale, les investissements intégrés, les mécanismes financiers, le marché de carbone et la coopération. Le ministre ivoirien de l'Environnement a également participé à des sessions de présentation et de financement des projets par les 3 bassins auprès des partenaires techniques et financiers ainsi qu'à des réunions ministérielles. Il a également eu une séance de travail avec Virginie Jus Sinkevicius, commissaire à l'environnement, aux océans et à la pêche de l'Union européenne, au cours de laquelle des questions relatives au changement climatique, à la mise en œuvre des résolutions de la COP15 sur la biodiversité tenue en 2022 à Montréal au Canada et à la lutte contre la déforestation ont été abordées. Le jour précédant cette rencontre, le segment technique a porté sur l'état de l'art des 3 bassins tropicaux des tourbières et mangroves. Notons que dès l'ouverture du segment ministériel, les déclarations des représentants de l'UNICEF, de l'OMS Afrique, ainsi que des délégués du Brésil et de la Grande-Bretagne ont appelé à une prise de conscience collective afin de sauver la planète. Et à Cotonou, au Bénin, s'est ouverte aussi une autre rencontre, la 44e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains. Et le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly porte la voix de notre pays à cet important rendez-vous. Principale décision, le développement des infrastructures énergétiques et la création de la Banque africaine de l'énergie. Lansene Bakayoko. Créer une Banque africaine de l'énergie, c'est l'une des principales décisions de la 44e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains, l'APO, à Cotonou, au Bénin. Cette institution permettrait à l'Afrique de mieux financer l'exploitation de son potentiel pétrolier. Ce que nous recherchons à travers cette initiative, c'est de réduire la dépendance du continent au plan financier et au plan technique des apports extérieurs. Vous savez qu'en matière d'énergie et de ressources extractives, tant que vous ne disposez pas du capital et du savoir-faire, vous ne pouvez pas tirer le meilleur avantage de vos ressources. Entre autres décisions, le Conseil des ministres a pris acte de la présentation des 3 documents fondateurs, l'accord d'établissement, la charte et l'accord de siège. Le secrétariat général devrait soumettre au plus tard le 30 novembre 2023 l'étude de faisabilité, le plan d'affaires, le chronogramme de démarrage de la banque pour examen par les États respectifs. Le pays des sièges de la banque sera connu au plus tard le 31 mars 2024. La Côte d'Ivoire entend jouer les premiers rôles pour l'aboutissement de tous les projets. Cette banque doit voir le jour au plus tard l'année prochaine, en juin 2024. Au niveau du continent, nous estimons que nous devons aller à la transition énergétique à notre propre rythme. Le Conseil a également approuvé le rapport de l'audit externe des secrétariats, confirmé la nomination de 3 nouveaux membres du Conseil exécutif, adopté le programme de travail 2024 et le budget triennal 2024-2026 et nommé Steve Simplice Onanga de la République du Congo, président du Conseil exécutif de l'APO pour l'année 2024. On s'active aussi au ministère de l'économie, du plan et du développement. La ministre Niale Kaba s'est entretenue avec l'ensemble des partenaires au développement. Les discussions ont porté sur la mise en œuvre du plan national de développement, l'éducation, l'employabilité des jeunes, le réchauffement climatique ont été abordés, nous expliquent Abdoulaye Koné et Fernand Kona. Pour la 2e rencontre de l'année sur le chapitre du PND 2021-2025, le groupe de la Banque mondiale et de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, pour ne citer que ceci, a discuté ce jeudi avec la nouvelle ministre de l'économie
également en charge du plan et du développement. Il y a eu un bilan de la mise en œuvre du plan national de développement, donc qui a été bien apprécié, un diagnostic, disons, des points, des défis qui restent à relever, et aussi des recommandations qui ressortent justement de l'analyse de ces bilans de mise en œuvre du plan national de développement. Le plan stratégique quinquennal se veut transversal. Il touche aussi à la jeunesse et aux questions climatiques. Nous avons également convenu avec le gouvernement qu'il est très important de commencer à focaliser sur les questions sur l'éducation, très important sur le capital humain. Le gouvernement est d'accord. Deuxièmement, qu'il faut vraiment focaliser sur la question du changement climatique. Troisièmement, l'emploi des jeunes, qui est un élément extrêmement important. La population ivoirienne, 35% moins de 35 ans. Afin de s'assurer du succès du plan quinquennal et conformément aux prescriptions du chef de l'État, la nouvelle ministre de l'économie s'est engagée à en assurer le suivi. Notre travail est un travail technique, donc nous avons relevé tout cela, que nous allons remonter. Et bien entendu, dans le cadre du dispositif, les préoccupations importantes, résiduelles, au moins quelques points clés vont faire l'objet donc de discussions avec le gouvernement. En plus de stimuler l'économie, le PND 2021-2025 est un instrument qui vise également à réduire la pauvreté et à améliorer les conditions de vie des populations ivoiriennes. Des défis sont aussi à relever dans le domaine de l'éducation. Il faut relever le taux d'alphabétisation, et notamment chez les femmes. La ministre Mariatou Koné veut optimiser le processus d'apprentissage de la langue française à travers une implication de la communauté. Et bien pour le réussir, elle a mis ses collaborateurs en mission pour la campagne d'alphabétisation. Walter Madouatara. La ministre Mariatou Koné lance la campagne 2023-2024 d'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Acte fort de l'événement du jour, la remise d'engins à 2 roues aux agents issus de 4 directions en charge de la mise en œuvre de programmes d'alphabétisation. Cet appui logistique, avec la contribution des partenaires, leur permettra d'être davantage proches des personnes candidates à l'alphabétisation. Dans le cadre de la lutte contre l'analphabétisme, la majorité de ces centres sont situés dans les localités loin de la ville. En dotant les encadreurs de matériel roulant et atteindre notre objectif qui est de faire baisser le taux d'analphabètes d'ici 2030. 41 motos ont été distribuées. Je voudrais demander aux heureux bénéficiaires de ce jour de prendre soin de ces engins. À travers cette action, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation affiche sa volonté d'intensifier les sensibilisations visant l'une des ambitions de l'objectif de développement durable qui stipule que d'ici 2030, une proportion considérable d'hommes et femmes sachent lire, écrire et compter. Sur le plan national, le thème retenu est l'alphabétisation pour un capital humain au service d'une société durable et paisible. L'atteinte des objectifs du gouvernement de réduire de façon drastique le taux d'analphabétisme estimé à 47% amène à agir avec détermination. J'attends spécifiquement des actions porteuses de résultats concrets pour dynamiser l'alphabétisation. Cette rencontre, qui se tient au lycée classique d'Abidjan, est une continuité de la 58e journée internationale de l'alphabétisation, célébrée ordinairement le 8 octobre de chaque année. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, est aussi en mission. Il est arrivé aujourd'hui en Afrique du Sud pour s'enrichir de l'expérience de ce pays dans la protection de la forêt. L'Afrique du Sud, sachez-le, est mondialement reconnue pour ses espaces fauniques protégés et bien entretenus et qui doit donc accompagner la Côte d'Ivoire afin qu'elle parvienne à développer elle aussi sa faune et sa flore. Rally Diomandé, Ngata Kwame sont nos envoyés spéciaux en Afrique du Sud. C'est précisément à 9h45 ce samedi que le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, arrive à l'aéroport international de Johannesburg, en Afrique du Sud. Ainsi démarre une mission de 4 jours. 4 jours
pour donner un coup d'accélérateur à la mise en œuvre des accords de partenariat forestier et faunique conclus entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud lors de la visite d'État effectuée par le président Alassane Ouattara en juillet 2022. C'est tout l'enjeu autour de cette mission. On a signé une convention. Donc aujourd'hui, je reviens en Afrique du Sud pour suivre cette convention et chercher à la mettre en œuvre. Au cours de cette visite, on aura à rencontrer le ministre en charge de la forêt et de la faune pour que les programmes que nous devons exécuter dans le cadre de cette convention puissent être validés d'accord partis. Il y a aussi le fait que dans les années 60, on était à près de 3 à 3 000 à 4 000 éléphants. Aujourd'hui, nous sommes à 500 éléphants. Donc l'Afrique du Sud va nous aider à prendre des éléphants d'ici pour aller restaurer nos forêts, pour augmenter la présence des éléphants dans notre pays. Laurent Tchagba s'est entretenu avec l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud, Sakaria Kone, avant de prendre la direction de Cape Town. Il rencontrera un partenaire spécialisé dans la création de parcs zoologiques. L'ambition est de développer des réserves animalières en Côte d'Ivoire. Et de l'autre côté, à Yaoundé, au Cameroun, se déroulent les travaux de la 44e conférence ministérielle de la francophonie. La bonne gouvernance, gage de stabilité politique, économique et culturelle pour les citoyens francophones, fait l'objet de discussions. Et la ministre de la Culture et de la francophonie, Françoise Rema, porte la voix de notre pays, la Côte d'Ivoire. Envoyé spécial, Franco Adio Traoré Zakaria. 44e conférence ministérielle de Yaoundé, le palais des congrès paré pour accueillir ce rendez-vous des 88 États francophones dans la Côte d'Ivoire autour des questions et défis liés au développement de l'espace francophone. Une francophonie qui devrait être des plus proches des questions politico-sociales de l'heure, selon le président de la conférence, le Tunisien Nabil Amar, et même mieux, une organisation qui se veut aujourd'hui plus moderne, au dire de la secrétaire générale. Ce saut qualitatif était nécessaire. D'autant plus, mesdames et messieurs les ministres, que le monde traverse une période de turbulence, je ne vous apprends rien, et de tensions qui fragilisent le socle de nos valeurs et requièrent toute notre attention. Le thème retenu pour cette CMF nous interpelle, puisque quand on parle de bonne gouvernance, on parle aussi de la relation entre État et population. Un dynamisme de l'espace francophone traduit dans la thématique choisie. Tout un engagement. Et le Premier ministre camerounais, représentant le président de la République, Paul Biya, le souligne bien. D'emblée, il convient de relever que la bonne gouvernance est une quête permanente dans toutes les sociétés. Elle renvoie à ce besoin sans cesse constant de trouver des mécanismes pour la gestion des problèmes complexes impliquant une multitude d'acteurs. C'est pourquoi le Cameroun plaide pour une gouvernance qui tire sa source des indicateurs endogènes à chaque État. Une cérémonie inaugurale pleine d'enseignements. Et cela est relevé par la chef de délégation ivoirienne, la ministre de la Culture, Françoise Rema, au sortir des travaux. D'abord, il faut retenir que la session inaugurale a été marquée par le discours de la secrétaire générale. Elle a remercié l'apport de la Côte d'Ivoire et particulièrement du chef de l'État dans une contribution volontaire qui est la plus importante que l'institution n'ait jamais eue jusqu'à présent. Cela démontre évidemment, bien sûr, de tout le soutien que le chef de l'État porte à l'institution. 2 jours de travaux à Yaoundé, le point d'orgue le dimanche 5 novembre pour les différentes résolutions. Et ici en Côte d'Ivoire, le 5e cours d'études supérieures de défense a démarré. Le top départ a été donné par le chef d'état-major général des armées. C'est à l'Académie des forces armées de Zambakro. Ils sont au total 24 auditeurs issus de 14 pays qui ont pris part à cette rentrée. Kader Sogodo. Et c'est parti pour le 5e cours d'études supérieures de défense, communément appelé École de guerre. Il est ouvert par le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, Lassina Doumbia, général de corps d'armée. Durant 10 mois, 24 officiers supérieurs auditeurs, issus de 14 pays, vont suivre ce cours afin de décrocher le plus haut diplôme décerné en Côte d'Ivoire.
La rentrée solennelle de l'école de guerre constitue non seulement un moment privilégié pour définir les orientations pédagogiques de l'année académique, mais aussi une tribune pour exposer les visions futures de l'institution elle-même. La session 2023-2024 s'inscrit fidèlement dans cette tradition, avec toujours pour socle de permettre aux futurs chefs militaires de disposer des outils nécessaires pour mieux comprendre leur environnement, comprendre la dynamique des relations contemporaines, identifier les facteurs ou éléments d'influence, être ainsi en capacité d'anticiper et d'être une force de proposition. Au nom de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, je déclare ouvert le 5e cours d'études supérieures de défense de Côte d'Ivoire. Toujours dans une vision de parfaire les choses, le chef d'état-major général des armées et les universités Félix Houphouët-Boigny et Peleforo Gon-Coulibaly ont signé une convention de partenariat. À ce jour, depuis son ouverture, le 24 novembre 2020, l'école de guerre de Zambakro a formé une soixantaine d'officiers supérieurs issus de la sous-région ouest africaine. Et la RTI donne aussi le top départ de sa nouvelle grille. Le groupe RTI effectue justement sa traditionnelle rentrée des programmes. La nouvelle grille démarre le lundi 6 novembre prochain. Le menu est dense avec des productions relookées, réaménagées pour vous faire plaisir. La CAN figure en très bonne place. La RTI qui a acquis les droits exclusifs de diffusion des 52 matchs vous promet le meilleur, nous rapporte Serge Pacom Didi et Rigori. RTI 1 et RTI 2, deux chaînes de la télévision ivoirienne du groupe RTI, font leur entrée le 6 novembre prochain, d'où cette cérémonie officielle de lancement. Ce sont de nouvelles grilles de programmes alléchants et rénovés. Ça va commencer déjà avec notre gros divertissement qui est Madame, Monsieur, bonsoir, du lundi au jeudi. RTI 2 est reconnu comme étant la chaîne de la femme, où se trouve la femme, il y a l'homme et en même temps il y a les enfants à côté. C'est pour cela que cette chaîne essaie d'offrir aux téléspectateurs en tout cas des programmes qui concernent la famille. Donc, cette année, on va y avoir beaucoup de changements dans la profondeur, dans même la façon de faire nos émissions, parce que non seulement on est sur une période de Cannes, donc ça veut dire que le monde entier aura les yeux fixés sur nos programmes, donc on va s'adapter par rapport à cette demande. Il y a Matin Bonheur, C'est Midi et Allume la télé qui vont porter la Cannes. Vous verrez des chroniques au cours de ces 3 émissions. Cette soirée de présentation des programmes des chaînes ne pouvait faire abstraction à ce grand rendez-vous du football africain, Cannes Côte d'Ivoire 2023. La radio-diffusion télévision ivoirienne a acquis officiellement le statut de radio-télédiffuseur hôte RTDH. Le protocole d'accord signé par le président du comité d'organisation de la CAN et le directeur général de la RTI avec l'onction de la Confédération africaine de football confère à la RTI la responsabilité de la captation des matchs sur les 6 stades de la compétition. Le COCAN et la CAF accordent également à la RTI les droits exclusifs de diffusion des 52 matchs de la CAN sur tout l'étendue du territoire national. En d'autres termes, la RTI sera le seul média national à diffuser la CAN 2023 sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Ce sont nos images qui vont servir à pouvoir retransmettre la compétition. La direction générale a mis les petits plats dans les grands pour acquérir du matériel, tout ce qui est écart de transmission, tout ce qui est écart des NCNG et autres. Et a également aussi mis l'accent sur l'élément le plus important de la RTI, ça veut dire les ressources humaines, donc le facteur humain. Donc toutes les équipes ont commencé à être formées, aussi bien sur les grandes compétitions qu'en Europe et en Côte d'Ivoire. Et cette formation-là est vraiment continue de manière à ce que le cahier des charges de la CAF soit totalement respecté. La manière dont ça doit être filmé, la manière dont les ralentis doivent être faits, la manière dont tout doit être exécuté pour qu'on ait une qualité hors du commun. Tous les éléments sont mis en place pour que la RTI soit au rendez-vous. Le deuxième volet par rapport à cela, c'est le côté éditorial. La RTI a mis les petits plats dans les grands également aussi, de manière à pouvoir retransmettre les matchs sur RTI 1, sur la 3, sur Radio Côte d'Ivoire et les matchs de défense sur fréquence 2. Donc vous voyez, il y aura une expérience client hors du commun parce que chaque chaîne a son empreinte et a son ADN. Et tout cela, bien sûr, ça a de la valeur pour les annonceurs. Denis Mexan, conseiller spécial du directeur général de la RTI chargé des chaînes, a donné l'assurance que tout est mis en œuvre au plan humain et matériel pour élever le défi de la couverture médiatique de la CAN. À partir donc du 6 novembre, les spectateurs de RTI 1 et de RTI 2 seront servis
au niveau de l'information, mais également au niveau du sport et des productions, par des programmes relookés, réaménagés et de nombreux autres programmes qui font leur entrée. Voilà, au groupe RTI, on s'y met donc pour le bonheur de tous les téléspectateurs. Il faudra aussi bien compter avec le compendium des compétences seniors de Côte d'Ivoire. Une plateforme a été conçue pour les seniors en vue de mettre en évidence leurs compétences et qualifications, mais aussi leur permettre de partager leurs expériences avec les jeunes promoteurs et toutes les entreprises en quête d'expertise avérée. Patricia Omoitia. Les personnes ayant pris leur retraite affiliées à l'institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS-SEGRAE, sont sensibilisées sur l'importance de valoriser leurs compétences. C'est le cas de Ouan Apollinaire, retraité. Il est venu s'inscrire sur le site du compendium des seniors afin de mettre en lumière ses compétences. Étant cadre supérieur, le ministère sollicite les compétences que nous pourrons mettre à la disposition des plus jeunes en les formant dans divers domaines. Coaching, droit du travail, ingénierie. Nous avons juste un devoir de diriger les papas vers le stand pour avoir plus de renseignements. Ce matin, on a reçu peut-être 4. Moi, à mon niveau, 4 personnes. Le compendium des compétences seniors du Côte d'Ivoire est une plateforme numérique qui permet de mettre en avant les expertises des seniors du privé et du public. On est en train de recruter et de recenser tous ceux qui sont en mesure d'être encore utiles parce que nous sommes retraités, certes, mais tout le monde n'est pas valide. Ceux qui sont intellectuellement et physiquement valides peuvent faire valoir leurs compétences et leur expertise. En ce qui concerne le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, la valorisation du capital humain de cette frange de la population apparaît comme une de ses priorités. Ils ont de multiples facettes et nous pensons que le senior reste actif et ça rentre vraiment dans le cadre du programme Une Côte d'Ivoire solidaire qui est prôné par le président de la République et qui place l'homme au cœur du développement et faisant de la valorisation des ressources humaines une priorité de l'action gouvernementale. Au-delà de tous les avantages liés à cette plateforme numérique dédiée à la valorisation de l'expertise de nos seniors, ce site doit être dynamique et interactif par la mobilisation de tous les acteurs que vous représentez ici aujourd'hui. Nous en appelons principalement à la mobilisation du secteur privé à travers des possibilités de sollicitation régulière de nos seniors pour des coachings, des encadrements en faveur du renforcement de l'employabilité et d'autres consultances. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a officiellement lancé en juillet 2021 la plateforme numérique dénommée Compendium des compétences des seniors de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, pour la phase pilote, les seniors sont donc invités à s'inscrire sur la plateforme en ligne. Des secteurs d'activité qui requièrent leur intervention seront identifiés pour leur permettre de partager leur expertise. Voilà, la Côte d'Ivoire bouge, la Côte d'Ivoire rayonne grâce à ses filles et fils. Et parmi ceux-là, il y a la sprinteuse ivoirienne qui détient les 3 meilleures performances aux 100 mètres. Elle prouve à chaque course que l'âge est juste un nombre. Marie-Josée Talou, le 15 juin dernier, vous vous souvenez, au meeting d'Oslo de la Diamond League, Marie-Josée Talou a remporté le 100 mètres en 10 secondes 75 et à seulement 3 centièmes de sa meilleure performance en carrière. Elle a de nouveau réalisé ce chrono lors du meeting de Londres. C'était le 23 juin dernier. En Guinée, Moussa Dadis Camara est de retour en prison. L'ancien chef de la junte, détenu à la prison centrale de Conakry depuis plus d'1 an, avait été sorti de sa cellule aujourd'hui, peu avant l'aube, par un commando lourdement armé. Et selon son avocat, l'ex-président guinéen ne s'est pas évadé de prison, mais a plutôt été kidnappé avec 3 autres accusés. Je rappelle que pour le massacre du 28 septembre 2009, 160 personnes avaient péri et une centaine de femmes violées. Nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Je vous invite à vivre un peu l'ambiance de l'Abissa de Nzima Kotoko. Revoyons ensemble la journée dédiée à la femme, journée à laquelle ont pris part les ministres Mariatou Koné et Françoise Remarque. Elles étaient aux côtés des femmes Nzima, nous disent Davis Soyo et Victoria Ngwa. Les ministres Mariatou Koné et Françoise Remarque invités à la journée de la femme Nzima dans l'Abissa, édition 2023.
Une journée placée sous le contrôle de la reine Nguetia Eba II, reine mère des Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire. Le mercredi représente sa sortie officielle à l'Abissa. Ce jour est réservé à la femme Nzima pour le symbole qu'elle représente dans la société. À l'honneur, les familles Ndjoua et Ezoïlé. Au son de l'Odombolé, chaque femme accompagnée des membres de sa famille témoigne son attachement aux valeurs de l'Abissa. L'implication des femmes à pérenniser l'Abissa séduit la ministre de la Culture et de la Francophonie. L'Abissa est une véritable institution culturelle. Je voudrais solennellement indiquer que nous sommes très reconnaissants pour sa contribution au positionnement de notre culture. Admirative des différentes prestations des femmes, la marraine s'est réjouie de l'importance de la femme Nzima, matérialisée à ce rendez-vous culturel de la communauté et vitrine du patrimoine culturel ivoirien. La femme Nzima constitue, à l'image des femmes des autres sociétés ivoiriennes, un maillon fort, un pilier important, une colonne favorisant l'équilibre social. À travers la femme Nzima, je voudrais rendre hommage à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Transportés par la fièvre et la frénésie des sonorités de l'Abissa, les ministres Mariatou Koné et Françoise Remarque, aux côtés de la reine-mère des Nzima Kotoko, ont également dansé au rythme des Ndombolé. Nous recevons une autre brave dame, amoureuse aussi de la culture. Il s'agit de l'écrivaine Nelly Loboué Mendonça. Bonsoir. Bonsoir, Madame Goron. Et heureuse de vous retrouver. Moi également. Alors, avant tout, nous allons briser un mythe, le burn-out. Dites-nous, est-ce juste une fatigue passagère ou quelque chose de bien plus sérieux, profond? Oui, je dirais que le burn-out est un état d'épuisement physique, émotionnel et mental lié en fait à une situation professionnelle. Et c'est une situation très difficile à vivre. Et c'est une maladie? C'est une maladie. C'est une maladie professionnelle. Et vous allez nous dire comment est-ce que cette maladie se manifeste. D'abord, je m'intéresse à votre œuvre parce que ça attire tout de suite l'attention, la couverture de votre livre qui montre une femme qui gravit des escaliers. Dites-moi, le burn-out, c'est surtout une histoire de femmes ou est-ce un mal universel? Le burn-out touche et les femmes et les hommes. Pour revenir en fait à la couverture, on va dire comme c'est le témoignage d'une dame, on a voulu juste matérialiser cela ainsi. Sinon, le burn-out, il touche et les femmes et les hommes. C'est vrai que dernièrement, lors d'un dossier qui est sorti, qui est paru il y a quelques jours au niveau de Fraternité Matin, qui disait que 74% de femmes sont touchées par cette maladie, par ce mal-être-là, malheureusement. C'est un sujet qu'on a aussi abordé dans l'un de nos journaux, le burn-out. Mais vous abordez le burn-out en Afrique. Pourquoi spécifiquement l'Afrique? L'Afrique parce qu'on n'en parle pas souvent. Je me souviens encore quand j'étais en situation de burn-out, les gens autour de moi me disaient tu es peut-être sûrement fatigué, demande des jours de repos, tu vas te reposer. Parce que pour eux, burn-out, on ne sait pas ce que ça veut dire en fait. Donc, pour la plupart, c'est quelque chose de... C'est-à-dire c'est ignoré, méconnu? C'est méconnu parce que je me dis qu'on n'en parle pas souvent. On n'en parle pas souvent, il n'y a pas vraiment de sensibilisation. On n'en parle pas souvent. Et vous avez décidé justement de sensibiliser vos lecteurs, Exactement. De nous en parler. C'est votre vie, c'est une tranche de votre vie. Vous résumez cela dans un livre qu'ont lu également Serge Pacom Didi et Angela Diallo. On va suivre ensemble ce qu'ils en font comme résumé et on en parle. D'accord. Sur la voie de l'épanouissement professionnel, le burn-out en Afrique, comment en venir à bout? Et mon journal de vie,
sont les 2 premières sorties livresques de Nelly Loboué Mendonça. Ces 2 œuvres autobiographiques relatent l'histoire d'une affranchie des effets du stress au travail. Elles contiennent des ateliers pratiques destinés aux personnes souffrant du syndrome du burn-out, état de fatigue intense causé par le stress au travail. L'auteur instruit sur l'impact de ce phénomène dont elle a été elle-même une victime. Une fois la page sombre de cette trajectoire de vie tournée, Nelly Loboué Mendonça s'est engagée à trouver sa voie grâce au réconfort divin dans la décoration intérieure, l'aménagement d'espace et le désencombrement appris à l'école d'architecture. Effectivement, le burn-out, c'est un mal que les gens ne connaissent pas. Et donc moi, déjà en lisant la préface de l'œuvre, je me suis un peu retrouvée dedans. Donc je pense que c'est bienvenu. C'est une belle initiative qu'elle a prise de montrer à la face du monde un problème qui se pose dans toutes les administrations. Ces 2 ouvrages renseignent sur les premiers symptômes du burn-out, se manifestant par un stress chronique au travail. L'hystérie, la colère, l'auteur décide d'en parler dans son ouvrage parce qu'il détruit des familles, des vies et même des entreprises. Voilà, Madame Mendonça, c'est vrai de façon générale, on a entendu, il y a le stress concernant les symptômes. Mais puisqu'il s'agit de votre témoignage, vous dites-nous quels ont été les signaux d'alarme du burn-out que vous n'aviez pas vu venir, mais que vous souhaiteriez que les téléspectateurs puissent prendre au sérieux. Merci. Effectivement, dans le cadre d'un burn-out, les signes précurseurs, je pourrais dire, sont la fatigue chronique, si je peux m'exprimer ainsi. On est tout le temps fatigué. On est démotivé, on fait des crises d'anxiété, des crises, en tout cas de ce qui me concerne, j'ai vécu tous ces différents maux jusqu'à avoir des palpitations fréquentes, à avoir également des plaques sur la peau, également tout ce qui était remontée gastrique, donc tout ce qui est crise d'ulcère, des manques de sommeil. Mais qu'est-ce qui a favorisé tout ça? On va dire que les causes sont multiples et diverses en fait. Dans mon cas, je peux dire que ce qui a favorisé la situation de burn-out était déjà un déséquilibre au niveau de la vie professionnelle, la vie familiale. Également... Excusez-moi, quand vous parlez de déséquilibre, est-ce que vous pouvez être plus clair? Oui, pour parler de déséquilibre, en fait, c'était que j'étais plus focus sur mon travail, alors que également au niveau de ma famille, il y avait des besoins que je devais pouvoir surmonter. Il y avait la tension des 2 côtés, vous voulez dire? Il y avait la tension des 2 côtés et également il y avait des situations particulières de maladie que je vivais dans ma famille, donc c'était vraiment un peu tiré de partout, donc ça a également un peu joué aussi. On peut parler aussi d'insuffisance d'organisation également, parce que avec plusieurs projets en même temps, si on manque d'organisation, on peut également faiblir. Et je veux surtout rajouter que, en ce qui me concerne aussi, il y avait un manque de confiance en soi. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, c'est difficile de dire non. On prend tout, on veut tout faire en même temps et on succombe, malheureusement. Et à quel moment vous avez pris conscience que vous étiez au bord du burn-out? J'ai pris conscience que j'étais en situation de burn-out lorsque j'étais très souvent à l'hôpital, très souvent malade, très souvent manque de sommeil. Donc ça m'a interpellée. Je me suis rendue, je suis allée voir en fait le médecin d'entreprise qui m'a dit attention, ça peut être un cas de burn-out, il faudrait voir un spécialiste. Donc c'est comme ça que je me suis rapprochée du spécialiste et qui a diagnostiqué une situation de burn-out aggravée malheureusement de dépression. Et donc vous étiez au bord même de la dépression? Oui, malheureusement. Ah, donc comment vous avez remonté la pente? C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu déjà parce que j'ai pu déjà m'en rendre compte et j'ai pu être pris en charge. Et dans la prise en charge, c'est une prise en charge psychologique avec des spécialistes et également un suivi avec
avec du coaching en fait. Les deux assemblées m'ont permis aujourd'hui de pouvoir renaître de mes cendres, comme on dit. Et quelles ont été donc les incidences, les conséquences sur votre travail, sur votre vie professionnelle? Les conséquences sur la vie professionnelle. Comment est-ce que cela se ressentait dans votre milieu professionnel comme familial? Au niveau professionnel, j'étais démotivée. J'avais plus envie d'aller travailler. Le matin, quand je me levais, j'étais en larmes. Je pleurais à tout moment. C'était difficile même de se vêtir correctement, on va dire. De se vêtir correctement pour se rendre à son travail. C'était devenu très pénible. Et j'ai commencé à me renfermer en fait sur moi-même, qui auparavant quelqu'un d'assez ouverte, assez taquine et tout ça. J'ai commencé à me renfermer sur moi-même, malheureusement. Et au niveau familial, c'était des crises de colère, des crises d'anxiété avec les enfants. Il faut crier sur les enfants, il faut crier tout le monde. Et malheureusement, c'était très difficile. Il y avait comme une désorganisation à tous les niveaux. Alors, quels conseils pratiques pourriez-vous partager à nos téléspectateurs qui vous regardent pour mieux gérer le stress au jour le jour? Là, vous parlez de charges au niveau du travail qui était quand même assez dense. Comment est-ce que vous gérez donc tout ce stress pour ne pas être au bord du burn-out, par exemple? Je pense qu'on devrait parler, effectivement, comme vous le dites, de prévention. Il faut beaucoup de prévention, en fait, parce qu'on ne sait même pas de quoi il s'agit. Les gens souffrent, ils ne savent pas mettre un nom sur ce qu'ils vivent. Donc, si on part sur la base de la prévention, la prévention va se faire, je pense, enfin, je me dis que normalement, la prévention devrait se faire à deux niveaux. Déjà, au niveau de l'employeur, qu'on puisse faire des campagnes d'information, des campagnes de sensibilisation sur le burn-out en lui-même. Attirer donc l'attention sur des signes. Quels signes, par exemple, qui devaient nous alerter automatiquement? D'accord. Des personnes qui sont très souvent malades, par exemple. D'accord. Qui ont un taux d'absentéisme assez élevé. D'accord. Et au niveau même de la personne en tant qu'employé, salarié, la personne devrait avoir une meilleure organisation, avoir une bonne santé physique, donc prendre soin de soi, avoir des moments de qualité avec sa famille, avec ses proches, avoir une vie sociale, communautaire et spirituelle, parce que c'est très important. Merci beaucoup, Madame Mendonça. C'est un mal dont il faut en parler. Surtout, il faut le prendre au sérieux, parce que vous l'avez dit, vous étiez au bord de la dépression, Dieu merci. Vous en êtes sorti aujourd'hui et vous nous parlez aujourd'hui, vous nous donnez des conseils, vous avez le sourire, vous l'avez dit, ça a brisé cette confiance en vous, mais vous avez commencé à vous restaurer. Merci. Merci d'avoir partagé cette expérience et je recommande cet ouvrage sur la voie de l'épanouissement professionnel, le burn-out en Afrique, comment en venir à bout. Nous l'avons donc entendu, le burn-out n'est pas une fin, mais un signal d'alarme pour reprendre les rênes de notre vie professionnelle face à l'adversité. L'espoir demeure notre plus fidèle allié. Alors gardons la foi et sourions à la vie. Soyons toujours joyeux. Voilà. Merci. Vous restez pour le moment avec nous. C'est la fin de ce journal. Mais ne décrochez surtout pas. Vous allez suivre tout à l'heure votre télé-réalité 1 à 12, saison 4. C'est sur RTI 1. Et demain, 20h, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana. Prenez soin de vous et surtout de vos proches. Et puis, sourions à la vie.